bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de l'activisme et du militantisme des célibataires. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Tara Lacroix. Bonjour Tara. Bonjour Marie. Comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas ? Alors, je suis une jeune femme de 29 ans, bientôt 30 ans dans un mois, cisgenre, hétérosexuelle pour le moment, mais bon, on peut dire du coup hétéroflexible plutôt de mon côté en ce moment, c'est en pleine réflexion. Je suis une jeune femme racisée, j'ai des origines algériennes kabyles du côté de ma mère et je vis à Paris. Merci Tara. Dans mon podcast Sologamie, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'activisme des célibataires. Comment on s'engage quand on est célibataire? Pour quelle cause on s'engage? Le célibat nous laisse-t-il plus de temps pour militer ou au contraire nous rend-il plus vulnérables? Nous allons nous poser toutes ces questions avec toi, Tara, qui a connu l'activisme à la fois en tant que meuf en couple et en tant que meuf célibataire. Je ne te pose pas les questions traditionnelles de Sologamie car tu es une invitée récurrente du podcast et tu y as déjà répondu le mois dernier dans l'épisode 38 intitulé Surmonter une rupture que je vous recommande chaudement d'écouter, chère auditorice, pour en savoir plus sur Tara. Donc on passe directement au thème principal de l'épisode, célibat et activisme que tu as choisi. Tara, pourquoi tu as choisi ce thème d'épisode qui est quand même très original? J'ai choisi ce thème parce que l'activisme c'est un pan de ma vie qui est très très important depuis bientôt 11 ans maintenant et que ça fait partie de mon quotidien, que ça prend beaucoup de place et que aussi mon rapport à l'activisme a beaucoup évolué du coup sur ces 11 dernières années. Et si j'ai décidé d'aborder cette question-là dans ton podcast, c'est parce que je me suis rendu compte aussi que ça avait, mon rapport à l'activisme avait aussi un peu évolué avec le fait d'être désormais célibataire, ou qu'en tout cas être activiste en couple et célibataire, ça recouvrait pas les mêmes réalités pour moi. Alors, juste pour préciser, Tara est mon amie, donc on se connaît déjà. Voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on a l'air très complices. Tara, pourquoi as-tu commencé à militer il y a 11 ans, si je me trompe pas? C'est ça. Donc c'était en 2012? J'avais 18 ans? Ouais, je venais d'avoir 19 ans. Ah, 2013. C'était février 2013. Oh non, bientôt 11 ans. Ouais. On enregistre cet épisode le 25 décembre 2023. On adore fêter Noël comme ça. Mais il sera diffusé en février 2024. Donc, ça fait 11 ans que tu milites. Pourquoi tu as commencé à militer? Pour quelle cause? Est-ce que tu veux en parler? Et quelles étaient tes motivations à l'époque? C'est très intéressant parce que je pense que le moment où j'ai commencé à militer est venu avec plein de déclics que j'ai eu. Donc à 19 ans, je commençais 18-19 ans, je suis entrée en études supérieures, je venais d'avoir mon bac et j'ai commencé une prépa littéraire, donc j'étais en Hippocagne et je me suis retrouvée en prépa à Versailles, entourée de pas mal de personnes différentes, on va dire de mon milieu social d'origine. Moi, je viens d'un milieu social plutôt populaire, et je me suis retrouvée avec des personnes plutôt qui venaient d'un milieu plutôt aisé, et avec des idées politiques pas du tout alignées, on va dire, avec les miennes, même si à l'époque je pense que je suis sûre j'étais moins politisée que maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que pour que vous puissiez vous faire une petite idée, moi j'avais dans ma classe des personnes qui soutenaient les idées du Front National de façon assez décomplexée, et
donc j'ai du coup été assez très vite confrontée à ces personnes-là. Ça m'a mis une claque. Je pense que là où j'étais quand même un bisounours à l'époque, je me suis rendu compte que l'humanité était pas si douce que ça dans son ensemble. Et en plus c'était la période des débats sur la question du mariage pour tous et toutes, et donc il y avait vraiment un truc où on sentait qu'il y avait dans ma classe une forme de polarisation entre d'un côté les personnes qui allaient le week-end aux manifs pour, et le week-end d'après l'autre côté de la classe qui allait aux manifs contre. Donc c'était dans le travail, on s'entendait très bien, et en même temps quand il fallait ensuite se parler sur Facebook, il y avait des insultes, disons que c'était une période de débat assez importante, et aussi du coup d'opposition avec certaines personnes de ma prépa. Et à ce moment-là, je me suis beaucoup posé la question déjà de mon orientation scolaire, en me disant en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de cette élite-là, parce que c'est un peu ce qu'on nous vendait avec Hippocane, c'était vous êtes l'élite, voilà. Et en tout cas vous êtes les prochains de l'élite. Et surtout je me suis posé cette question-là, je me dis est-ce que vraiment c'est des personnes que j'ai envie de côtoyer, est-ce que c'est le milieu auquel je veux appartenir? La réponse a été très rapide, c'était non. Et du coup donc j'ai changé d'orientation scolaire à ce moment-là. J'ai arrêté Hippocane à la fin, hein. J'ai fini l'année, mais j'ai arrêté, mais pendant l'année j'ai passé les concours pour l'école d'assistante sociale. Et puis surtout je pense que j'ai eu aussi inconsciemment une espèce de réflexion et de prise de conscience sur l'engagement politique que j'avais peut-être envie d'avoir, et donc au même moment, j'ai regardé un reportage sur le mouvement Femen qui venait de sortir, parce que c'était un mouvement qui est né en 2008 en Ukraine, mais qui est arrivé en France en 2012, du coup à peu près à cette période-là. Et donc effectivement c'était un mouvement qui était tout nouveau, et donc qui suscitait beaucoup d'interrogations, qui a donné lieu du coup à un reportage que j'ai vu. Et quand j'ai vu ces activistes là, je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Avant même de me dire que de me dire je suis féministe, etc. Je me suis dit en fait c'est ça que je veux. Je sens que je peux le faire, je veux faire ça. Et donc je les ai contactés et j'ai intégré le mouvement en février 2013 du coup. Et à partir de là, je me suis impliquée dans ce mouvement-là en tant qu'activiste féminine. J'ai commencé à faire des actions, et au fil des années, j'ai pas forcément été toujours aussi impliquée, parce que il y avait le travail, il y avait les études, parfois c'était plus dur. Mais aujourd'hui, en France en tout cas, je fais partie des membres, des personnes les plus anciennes. Et donc c'est intéressant de voir tout ce qui a évolué aussi dans mon activisme au sein de ce mouvement. Et donc ça fait effectivement bientôt 11 ans que je fais partie que de ce mouvement-là, et je me suis pas forcément engagée ailleurs depuis, aussi parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est un activisme qui demande une implication particulière. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a apporté pendant ces 11 ans? Pourquoi t'es restée dans ce collectif-là, et qu'est-ce qui t'apporte encore aujourd'hui, ou est-ce que peut-être t'as envie de partir? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça aujourd'hui? Comme je le disais, avant d'entrer dans le mouvement, j'étais pas forcément très au fait de toutes les théories féministes. Enfin, je savais que j'étais féministe, mais j'étais encore un bébé sur ça, quoi. J'étais une très novice. Et donc ce mouvement m'a permis de me politiser réellement, d'avoir une vraie réflexion sur aussi la construction de ma politisation à moi. De lire des choses à ce sujet-là, de m'y intéresser vraiment à fond, quoi. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai discuté, et j'ai construit mon féminisme tout en étant activiste au sein de ce mouvement-là. Évidemment, je suis rentrée dedans en étant en accord au minimum avec toutes les idées de ce groupe-là.
Mais ce que j'apprécie aussi dans ce mouvement, c'est que il évolue en fonction aussi des évolutions de notre société et des sujets qui sont plus ou moins en vogue ou en tout cas discutés. On va nous aussi se réunir pour en discuter, pour affiner nos positions, pour réfléchir à de nouvelles actions et pour toujours être en fait en phase avec d'une part, on va dire les piliers de base, les idées de base du mouvement, mais aussi pour être en phase avec la façon dont le monde évolue et pour toujours être aller dans la bonne direction, quoi. Et c'est ça que j'aime parce que c'est un mouvement dans lequel j'ai pu grandir et aussi me construire en tant que femme. Je pense que une partie de la puissance que je ressens aujourd'hui vient du fait que j'appartiens à ce mouvement-là et que même si un jour je décide de partir, j'aurai la mémoire de ça, de savoir que j'ai cette force-là. D'agir et que je peux le faire parce que j'ai pu le faire et qu'effectivement ça donne aussi une idée de comment le collectif est important quand on décide de lutter politiquement. Et ça, je pense que c'est ce que ça m'a apporté aussi. Une forme de boussole, encore une fois, de dire, voilà, aujourd'hui je sais que la lutte, pour moi, n'a pas de sens si on reste seul, mais que c'est le collectif qui nous donne cette puissance-là aussi, à la fois dans des actions politiques, mais aussi au quotidien. Toi qui as été longtemps en couple, je vous renvoie aux épisodes 23 et 38 dans lesquels tu parles de cette période en couple et de ta rupture amoureuse qui est survenue en mars 2022. Quel était ton rapport à l'activisme quand tu étais en couple avec un mec cis blanc hétéro, bourgeois? C'est extrêmement intéressant. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Dans le sens où, quand il m'a rencontrée, moi, j'étais déjà Tu peux activiste. juste rappeler combien de temps t'as été avec cette personne? Oui, pardon. Je suis restée 8 ans avec cette personne. Et du coup, quand je l'ai rencontré, j'étais déjà activiste depuis 1 an. Et donc, on a eu la discussion évidemment tout de suite, mais ça a pas. Il avait des questions parce qu'il était curieux. Ça n'a pas eu de problème. Ça n'a pas posé de problème, on va dire. Est-ce que tu peux juste rappeler ce que tu fais, par exemple, comme action avec Femen? Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Et toi, quel est ton rôle? Tout à fait, effectivement, c'est important de le préciser. Donc, en tant qu'activiste, Femen, on mène des actions topless, des actions souvent de rue. Topless, ça veut dire quoi? Topless, ça veut dire sans le haut, quoi. On n'a pas de haut. On a nos slogans qui sont inscrits sur nos poitrines et nos poitrines sont considérées comme des pancartes via lesquelles on va faire passer des messages politiques. Et donc c'est de cette façon-là que nous on agit, donc dans la rue, mais aussi dans des événements politiques qu'on peut interrompre. En tout cas, toujours face à des personnes qu'on veut interpeller ou en tout cas contre lesquelles on lutte politiquement. Donc ça, c'est les actions féminines. C'est un mode d'action que nous, on a nommé sextrémiste, parce que justement, il utilise le corps et la spécificité du corps, on va dire, féminin, en fait, pour lutter dans l'espace public. C'est une façon de dire aussi... donc à la fois, on diffuse ce message politique, mais être topless avec notre slogan sur la poitrine, c'est une façon de se réapproprier son corps et de dire et de réaffirmer à chaque fois que c'est à nous de décider si notre corps est politique à un moment donné, ou s'il est sexuel, ou s'il est autre chose. Voilà, on considère que c'est à nous de le décider et pas aux autres. Là où le corps des femmes est systématiquement, enfin en tout cas le corps des femmes nues est systématiquement sexualisé, utilisé pour de la publicité ou autre. Voilà, donc nous c'est dans ce contexte qu'on intervient et de cette façon-là. Et donc, toi, t'as fait des dizaines d'actions sur ce mode-là? Oui, alors 10, je sais, mais aussi au moins 10 actions, en groupe ou seul ou à deux. Enfin, en tout cas, oui, j'ai fait plusieurs actions de ce type. J'avais pas toujours le même rôle, mais disons qu'il y a aussi toute une partie logistique. Et puis, comme n'importe quelle association, il y a tout le backup, le côté administratif à gérer, la trésorerie. On a aussi un shop en ligne, voilà. Donc, on a toutes ces activités-là qui demandent du temps, effectivement, en plus des actions, on va dire, concrètes sur le terrain. Et donc, par rapport au couple hétéro,
les hommes que tu rencontres, ou on va prendre l'exemple de celui-là, peut avoir des questions ou peut ne pas aimer que tu montres ton corps sexualisé ou pas dans la rue. Et puis il y a aussi la question des gardes à vue. Tu es déjà allé en garde à vue, donc il y a des conséquences concrètes sur ta vie. Ouais, en fait, c'est vrai que du coup, souvent il y a pour des personnes qui sont pas très initiées ou au courant, il y a beaucoup de curiosité. C'est son cas en fait. Quand on s'est rencontrés, il a eu beaucoup de curiosité et souvent je pense que la curiosité vient du mode d'action qui est atypique, on va dire, qui en tout cas à l'époque, aujourd'hui, je veux dire, on nous connaît un peu mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque le mouvement venait d'arriver en France, c'était quelque chose de très atypique et donc ça suscitait aussi on savait qu'aussi on était vu comme un mouvement assez sulfureux. Enfin, il y avait quelque chose qui interrogeait, qui interpellait. C'était aussi le but, Mais du coup, c'est vrai que il m'a posé des questions, mais ça n'a pas posé problème. C'est-à-dire que ça n'a pas été ensuite un souci majeur dans notre relation, si ce n'est que effectivement moi ça me prenait quand même beaucoup de temps et que il savait que c'était quelque chose d'important dans ma vie qui serait pas remis en question quoi. Et donc il y a aussi effectivement comme tu dis la question de l'action mais aussi la question de l'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère les moments où le conjoint a plus forcément de possibilité d'avoir de nouvelles de notre part parce que on est dans des endroits comme la garde à vue où on n'a pas possibilité de donner des nouvelles. Et puis je pense que il faut parler aussi de l'inquiétude que ça peut générer parce que on est sur des actions qui peuvent être parfois assez violentes où la police ou même les services d'ordre de certaines personnes peuvent être assez violents avec nous. C'est arrivé je pense que en tout cas moi je l'ai constaté avec mon partenaire de l'époque que ça peut créer de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude. Et aussi parce que on est dans un mouvement où à partir du moment où on décide de faire une action, on n'en parle à personne. On ne donne aucune information sur le lieu, sur l'heure, sur l'objet, pour que ça réussisse. Parce que si on prévient avant, en général, il y a des chances, des risques que ça fuite et que du coup l'action ne puisse pas se réaliser et qu'on soit stoppé avant. Donc il y a aussi tout un secret qui est entretenu et toute une forme de plus d'un secret qu'une forme de confidentialité qui est aussi là pour assurer notre sécurité. Et donc on a la consigne et c'est une consigne qu'on tient parce qu'elle est cohérente et pertinente de ne pas prévenir même les personnes de notre entourage de ce qu'on va faire, d'où on va le faire et à quelle heure quoi. Et donc on peut à la limite dire demain je sais pas à quelle heure je vais rentrer, je sais pas si je serai rentrée à telle heure, je sais pas si je vais pas rentrer plutôt le lendemain et parce que je mène une action. Ça on peut le dire, mais on peut pas donner trop de détails. Donc c'est vrai que effectivement cette espèce de secret et de confidentialité, de silence peut créer de l'inquiétude aussi en plus chez les personnes qui tiennent à nous et avec lesquelles on est en couple, parce que d'une part il y a la possibilité d'être confronté à des violences en tant qu'activiste, mais aussi de ne pas savoir ce qui va nous arriver par la suite, combien de temps on va être retenu en garde à vue s'il y a de la garde à vue, etc. Donc ça, c'est des endroits d'incertitude qui peuvent effectivement être difficiles à gérer pour l'autre dans le couple. Et je trouve que quand même, ça n'a pas forcément été quelque chose de trop compliqué à gérer dans mon couple. Ce qui était peut-être plus difficile, c'était le fait que ça me prenait beaucoup de temps
et que effectivement à un moment donné ça a été une priorité pour moi, certaines actions, surtout quand on commence à faire partie des personnes qui sont les plus anciennes, qu'on a une certaine forme de responsabilité. On parle des actions, mais il faut aussi parler des tous les temps de préparation, les conversations qu'on a qui sont très longues, même via des systèmes de messagerie en fait. Bah ouais, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps sur son téléphone à répondre, à donner son avis, à débattre. Et en fait, ça prend du temps dans le quotidien, et c'est vrai que ça peut ne pas être agréable pour la personne on a en face de nous, la personne avec qui on est en couple. Et je sais que c'est quelque chose qui a pu être pesant aussi à une période quand j'étais avec lui. Et puis au-delà de ça, je pense que dans l'activisme, je pense que pour dépasser un peu moi ce que j'ai vécu en tant qu'activiste féminine, je pense que quand on est un militant ou une militante, on a aussi un niveau de colère à gérer qui est pas forcément évident. On a aussi un niveau d'engagement qui est plus important que certaines personnes de notre entourage. Et on peut avoir moins de tolérance pour les personnes qui sont moins engagées que nous, qui ont un niveau de, on va dire, je vais dire ça comme ça, même si j'aime pas trop le terme, mais un niveau de déconstruction qui est moins important. Et on peut être un peu fatigué de ça, un peu agacé. Et aussi, à l'inverse, je pense que dans le couple, si l'autre n'a pas le même niveau d'engagement que nous, il peut aussi ne pas comprendre le niveau de colère auquel on est confronté, et ne pas comprendre du coup la nécessité pour nous d'être dans cet engagement-là et ce militantisme. Et ça peut du coup être assez compliqué à gérer au quotidien. Aussi peut-être parce que moi dans ma position, voilà, je suis une militante féministe. J'étais avec un mec cis hétéro bourgeois. Aujourd'hui, je peux dire que je suis en plus une militante anticapitaliste et antiraciste. Lui était blanc, et donc il y avait vraiment, je pense, à un moment donné où on a arrêté de se comprendre sur ces choses-là, parce que mon niveau de connaissance à ce niveau-là et mon niveau d'implication était trop important par rapport à lui, et qu'on n'arrivait plus à se comprendre, parce qu'en fait même on ne pouvait pas utiliser, enfin j'utilisais des termes qu'il n'arrivait pas à comprendre ou qui le vexaient, et c'était difficile parce que j'avais aussi, je pense, à une période un peu l'illusion de faire son éducation, ce qui honnêtement m'a beaucoup épuisée, et chose que j'ai arrêtée tout de suite quand j'ai constaté qu'en fait ça ne l'intéressait pas du tout. Et je pense que le moment le plus flagrant, c'est quand un jour il m'a posé des questions sur quelque chose, parce que il considérait du coup que j'avais la connaissance à ce niveau-là, donc je lui ai expliqué avec mes mots, évidemment peut-être pas en ayant toutes les statistiques en tête, voilà, parce que je ne suis pas un article de journal, mais une personne humaine. Et en fait effectivement, donc je lui ai expliqué en parlant aussi de moi, mon vécu en tant que femme et personne racisée. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'une heure, il me dit mais du coup, est-ce que du coup tu as les chiffres, est-ce que tu as des choses? Et j'ai dit alors là je les ai pas en tête. En revanche, tu peux aller voir tel ou tel article, c'est vrai que ça peut être intéressant si tu veux le lire. Et à ce moment-là, il m'a dit ah ouais non mais je pense que ça m'intéresse pas assez pour que j'aille lire ça. Et donc effectivement à ce moment-là, je me suis dit mais je viens de passer une heure à lui expliquer des trucs qu'il a en plus pas mal remis en question. Oui, parce que il se permettait aussi de m'interrompre pour remettre en question certaines choses. Et au moment où moi je me suis sentie un peu acculée parce que j'avais pas tous les chiffres, je lui ai fait cette remarque en lui disant bah effectivement j'ai pas les chiffres mais je peux te filer de la doc quoi. Et là quand il m'a dit ça, je me suis dit bon, je viens de perdre une heure de ma vie pour expliquer à quelqu'un qui en fait en a pas grand chose à faire, des choses qui sont importantes pour moi parce qu'en fait elles concernent mes conditions d'existence tout bonnement, et je n'ai pas envie de perdre ce temps et de mon énergie à ça quoi. Donc j'ai arrêté.
Mais ce qui fait que forcément, petit à petit, il s'est créé un espèce de fossé entre mes connaissances sur ce sujet-là et ses connaissances à lui. Et du coup, à chaque fois que moi, je pouvais dire quelque chose ou lui faire remarquer quelque chose en disant « Ah, mais t'as vu, c'est passé ça, mais ça veut dire que c'est pour ça, etc., etc. » ou utiliser des termes comme parler de personnes blanches ou de personnes racisées ou de misandrie, etc. C'est vrai que lui n'ayant pas les ressources ou les connaissances nécessaires à ce sujet-là, ça a pu créer des conflits. Et ça a, je pense, beaucoup entretenu ma colère. Et aussi, c'était très compliqué parce que j'étais dans une forme de dissonance où tout ce qui représentait, en fait, c'était un peu ce que je combattais. Donc forcément, il y avait... c'était vraiment, ça devenait très compliqué pour moi à gérer, et donc je pense que j'étais dans un état de colère aussi qui devenait ingérable. Je sais que c'est aussi pour ça qu'il m'a quittée. Enfin, je pense que c'est un des déclencheurs. Et je pense que lui n'a jamais compris ce truc-là en fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que du coup, je me rends compte que c'était un problème dans le sens où je me rends bien compte que les personnes que je rencontre aujourd'hui sont beaucoup plus alignées avec mes idées politiques et surtout des idées bien radicales alors que lui était plutôt dans une forme de c'est important d'être modéré parce de voter Macron. Ouais, alors peut-être pas jusque là, mais tu vois plutôt Hamon que Mélenchon. Enfin, du coup, il y a vraiment un truc où on va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est vrai que en tout cas, je pense que dans 10 ans, il serait capable de voter Macron, par exemple. Enfin, je pense que clairement. Je me rends bien compte même qu'avec ses amis, on n'avait pas du tout les mêmes idées politiques. Et en fait, quand je vois les mecs que je fréquente aujourd'hui, je me rends compte à quel point je restais dans une situation qui ne me convenait pas à ce niveau-là, et à quel point surtout le couple a agi comme sur moi comme un moyen de réguler ma radicalité. Ouais. Il y avait vraiment un truc de contrôle social. Voilà. Je pense que le couple agit comme une forme de contrôle social sur ma radicalité, dans le sens où c'était difficile pour moi d'assumer mes idées radicales dans le cadre de ce couple-là. Et du coup, aussi de les développer, d'avoir des réflexions à ce sujet-là, de pouvoir lire à ce sujet, parce que forcément, il y avait une forme d'autocensure de ma part, en me disant, et je pense qu'inconsciemment, je me disais, mais si je vais à ce niveau-là de radicalité, je ne pourrais plus rester avec lui. Il y avait aussi tout ce truc-là. Donc je pense que il y avait tout ça, et en même temps, il a jamais remis en question mon implication et mon activisme, et c'était quelque chose qu'il avait intégré comme une partie de ma personnalité, mais je pense que plus ça allait, plus effectivement je me radicalisais, et qu'on ne prenait pas du tout le même chemin politique, aussi parce que lui était beaucoup moins concerné par les problématiques et voyait beaucoup moins l'intérêt de tout ça, et donc forcément il s'est créé un fossé qui a été je pense en partie fatal dans notre relation. C'est trop intéressant. Juste pour revenir à éduquer, question d'éduquer les mecs, par exemple sur le féminisme. Il y a pas longtemps, c'était pareil, j'étais dans un bar, un mec voulait que je lui explique le féminisme. Enfin, ça m'arrive tout le temps. Et maintenant, je dis ok, mais ça coûte 100 € de l'heure, et je suis pas la première à avoir inventé cette règle, mais bien sûr, personne ne m'a jamais donné 100 € pour que je lui explique le féminisme. Et en fait, on s'adresse à des personnes qui, sur le moment, peuvent montrer de la curiosité, mais comme tu as dit, ne sont pas vraiment engagées. Et si je leur explique quelque chose pendant 1 heure, je peux être convaincue, sûre que le lendemain, ils auront oublié ce que je leur ai dit, puisque ce n'est pas important. Et que c'est souvent juste une façon de faire la conversation, ou de nous comment dire, de pas être d'accord avec nous, enfin de nous comment on dit, de nous contredire. Voilà, je leur dis un truc, ils me contredisent, mais ils me disent mais si, explique-moi, mais après c'est pour mieux me contredire, donc en fait ça ne sert absolument à rien. Et puis sur la déconstruction, ou plutôt sur la radicalité, ce qui est intéressant, c'est moi aussi quand je suis devenue célibataire, ça a été ce moment où je suis devenue de plus en plus misandre, puisque ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je suis célibataire, et où je ne peux même plus relationner avec les hommes parce qu'ils
je les déteste en fait, et je les déteste politiquement. Et comme tu dis, ils représentent tout ce que je hais. Et donc, quand je couche avec eux, c'est une telle dissonance cognitive, mon cerveau il explose. Je me dis mais qu'est-ce que je fais ? Ça n'a aucun sens. Et c'est très très compliqué, mais ça donne une liberté totale pour se politiser et pour explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles pistes politiques. Et je pense que les personnes qui sont en couple restent, comme tu dis, dans ce contrôle social des deux côtés en fait, hein, le mec et la meuf, et c'est d'une pauvreté puisqu'ils s'auto-entretiennent et ils finissent par vieillir et voter Macron, etc. Ouais, en fait, c'est hyper intéressant parce que je pense que je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais en couple, mais effectivement, en devenant célibataire, je me suis rendu compte déjà à quel point j'étais radicale déjà, mais que j'arrivais pas à l'assumer, et qu'aujourd'hui dans les relations que je décide d'avoir, bah il y a pas de hasard en fait. Je tombe que sur des gars qui sont ultra radicaux comme moi, et donc là, ça me fait prendre conscience de quelque chose, que aussi je pourrais plus jamais être avec un mec comme mon ex. Ça c'est certain. C'est certain. Je pourrais plus assumer ça pour moi. Et puis aussi à quel point effectivement le couple hétérosexuel agit de cette façon-là, et à quel point je pense que en tant que femme notamment, c'est encore plus compliqué dans un couple hétérosexuel de pouvoir explorer si on a envie toute sa radicalité politique. Enfin, je m'en rends compte actuellement, et mais c'est pas un hasard, hein, c'est fait exprès. Hein. Oui, et en plus, oui, c'est pas un hasard, c'est fait exprès. Je sais. Mais en plus, ouais, je pense qu'il y a un truc que j'aimerais vraiment aussi aborder, c'est le fait que en plus c'est vrai que le mec du coup avec qui j'étais ne pouvait pas du tout comprendre, ne comprenait pas déjà mes conditions de vie, enfin forcément mes conditions d'existence, parce qu'il n'était pas une femme en fait, tout simplement. Il y a aussi des choses qui sont évidentes, mais aussi du coup ne pouvait pas comprendre ma colère. Il n'arrivait pas à comprendre cette rage folle que j'avais à l'époque, et le fait que moi j'étais traversée par ce truc-là pour la première fois de ma vie, par une espèce de colère incontrôlable que aujourd'hui j'ai appris à apprivoiser aussi. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on doit apprendre aussi en tant que femme dans cette société, parce qu'on nous a pas appris à assumer cette colère, à être en colère, etc. Et donc bon. Aujourd'hui, j'arrive à mieux l'apprivoiser, mais lui était devant. J'avais le sentiment que ça l'effrayait profondément. À un moment donné, j'ai le sentiment vraiment j'avais le sentiment de lui faire peur, et qu'il n'arrivait pas à gérer ce truc-là parce qu'il comprenait pas ce que je vivais. Et aussi, du coup. Je pense que il n'arrivait pas à comprendre ce que je pouvais vivre en tant qu'activiste, c'est-à-dire la violence des actions qu'on pouvait mener, pas de notre côté, hein, mais de ce qu'on pouvait recevoir comme violence, et aussi de la dureté de certains moments. La garde à vue, c'est quelque chose de difficile, c'est-à-dire que c'est pas insurmontable, mais si t'as une santé mentale fragile, c'est pas évident. Si t'es toute seule en cellule pendant 22 heures, c'est pas évident. Et en fait, ça, si tu l'as pas vécu, c'est quand même assez difficile de le concevoir, d'arriver à comprendre ce que ça implique, et surtout de pouvoir soutenir la personne comme il faut. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est que je vais parler d'une chose très éclairante pour un peu donner un exemple, mais la dernière garde à vue que j'ai faite, c'était il y a 1 an à peu près. Ça a duré non, c'était pas il y a 1 an, c'était il y a un peu plus d'1 an. Ah ben non, du coup, parce que j'étais encore avec lui. Non. Il y a 2 ans, quoi. Il y a 2 ans. C'était il y a, je pense que c'était surtout, ouais, c'était il y a 2 ans. Donc c'était il y a 2 ans. Je finis en garde à vue suite à une action. Et il se trouve que à ce moment-là, on était 2, et l'autre activiste a pu rentrer à la maison. On n'était pas à Paris, on était à Reims. Et l'autre activiste, comme elle a pas eu le temps d'enlever son haut, ils l'ont pas mise en garde à vue. Donc elle a pu rentrer à la maison avec les copines qui nous attendaient. Et moi, je suis restée toute seule en garde à vue à Reims, dans une cellule pendant 22 heures. Donc, ce qu'il faut savoir, je pense qu'il faut préciser aux gens qu'en garde à vue, même si ça peut paraître évident, on n'a pas de téléphone, on n'a aucun moyen de savoir quelle heure il est, parce qu'on nous retire la montre, le téléphone, tous nos effets personnels, voire parfois les chaussures s'il y a des lacets. On n'a pas de chouchou, on n'a pas de lunettes, on n'a rien, juste nos vêtements et une couverture de survie.
dans le meilleur des cas. Donc c'est les conditions. Pendant 22 heures, donc pas la possibilité de savoir quelle heure il est. S'il y a pas de fenêtre, on sait même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, à quel moment de la journée on est. Donc on est dans un état où, enfin moi je peux comprendre qu'on devienne complètement fou dans ces conditions-là, surtout si on a une santé mentale fragile. Et même avec une santé mentale plutôt solide, c'est pas évident. Hein. Donc je me suis rendu, moi j'avais fait que des gardes à vue à plusieurs. Là, j'étais toute seule. Ça a été très compliqué. Et je suis rentrée et je sais qu'à ce moment-là, je savais que effectivement, au moment où j'ai repris mon téléphone, j'ai eu du soutien. Tout le monde m'a envoyé des messages. Les gens avaient vu les vidéos. Les gens savaient ce qui s'était passé. Il y avait évidemment les copines, camarades et activistes qui me soutenaient par message, qui s'assuraient que tout allait bien, qui m'ont proposé de venir, etc. Et je savais que mon mec de l'époque était à la maison. Il était chez moi. Donc il avait commandé à manger, etc. Donc quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais épuisée, et en même temps, à ce moment-là, je savais que j'aurais préféré aussi être seule, parce que même si ça faisait 22 heures que j'avais parlé à personne et que c'était important pour moi de parler, en fait, de ce qui s'était passé, de débriefer, etc. En fait, je savais aussi que j'allais être dans un état qui était difficilement gérable pour une personne en face, et donc j'aurais préféré. Mais il était là et je me suis dit bon tant mieux, au moins je vais manger, je vais prendre une douche, on va pouvoir discuter. Et je me souviens que ça a été un moment extrêmement violent pour moi, parce qu'en rentrant, j'ai parlé. J'ai pas arrêté de parler parce que j'avais besoin de débriefer de ce qui s'était passé et que j'avais pas pu le faire avec les autres activistes. Et à un moment donné, et j'étais effectivement pas très bien, j'étais dans une forme de surexcitation, suractivité, et à un moment donné, je sais que au moment où j'arrête de parler, je pense qu'il essaye de me raconter un truc, lui, et je pense que j'étais pas assez à l'écoute à ce moment-là, et en même temps, bon, il était 2h du mat, j'étais enfin rentrée chez moi, il fallait que je dorme en fait, mais j'étais incapable de me coucher maintenant. Et il a dû me dire, j'ai l'impression que en fait tu m'écoutes pas, etc. Donc déjà, sur le moment, j'étais extrêmement fragile et fragilisée parce que je venais de vivre, donc en fait, j'ai pas su réagir. Et il m'a dit, mais tu sais, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une thérapie de couple. Donc le gars me balance ça alors que je sors de 22 heures de garde à vue, et que en fait là, la personne dont il faut prendre soin, c'est moi. Et peut-être qu'on peut parler de ces choses-là, ne serait-ce que le lendemain, quoi, ou un peu plus tard. Et sur le moment, j'ai pas percuté, en fait. Je me souviens qu'il m'a dit ça, mais je me souviens même pas de moi, d'avoir rationalisé ce moment-là. Je sais juste que je me suis effondrée en larmes parce que j'étais trop mal, en fait, et parce que c'était pas du tout le moment d'aborder ce genre de sujet. Donc c'était vraiment 1 mois et demi avant notre rupture, quoi. Et donc le gars me balance ça vraiment, je pense au pire moment, quoi. Et moi je m'endors sur ça, et en fait ensuite le lendemain on vit nos vies, et voilà, quoi. Et 1 mois et demi après on se sépare. Mais du coup ce qui est intéressant, c'est de comparer avec d'autres expériences que j'ai eues récemment. Et cette fois-ci avec ma dernière garde à vue, qui était du coup il y a 1 an. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, un peu avant cette dernière action, j'avais rencontré un garçon qui lui était aussi très militant à un autre niveau, et qui du coup avait été aussi prenait régulièrement le risque d'être en garde à vue. Et il se trouve que lui, je lui avais pas forcément dit que j'étais fémène, mais pour d'autres raisons. Aussi parce que je sais que dans le milieu militant, on n'est pas forcément un mouvement qui est bien vu, qui a beaucoup de mensonges qui circulent sur nous, et que j'avais pas forcément envie d'aborder le sujet tout de suite, parce que ça m'avait déjà causé d'autres soucis avec d'autres dates, où carrément un gars a décidé d'arrêter de relationner avec moi parce qu'il a appris que j'étais fémène, quoi. Donc du coup, je me suis dit je veux pas lui dire tout de suite, parce que je sais aussi que quand les gens apprennent à me connaître, ils sont plus en capacité d'écouter ce que j'ai à leur dire sur notre mouvement, et à remettre en question peut-être ce qu'ils ont entendu ailleurs, et les mensonges qu'ils ont pu apprendre sur nous, quoi.
Donc du coup, je lui en parle pas. Mais la veille de l'action, il m'appelle. Et en fait, il venait de faire 48 heures de garde à vue. Il avait été arrêté pour avant même d'entrer en manif. Enfin voilà. Et donc, il avait besoin d'en discuter avec quelqu'un qui savait ce que c'était. Et il savait pas que j'étais fémène, mais il savait que j'avais déjà fait de la garde à vue. Et donc, on en a discuté. Et à un moment, il me dit ah c'est marrant, j'étais en soirée là pour un peu décompresser et j'ai rencontré un gars qui te connaît et qui m'a dit que t'étais une ancienne fémène. Et sur le moment, j'ai un peu bugué et je me suis dit oh là là là, on va certainement pas avoir la discussion maintenant alors qu'il est genre minuit, que moi le lendemain j'ai une action et que il faut que je sois hyper focus et très concentrée et très sûre de moi. Et du coup j'ai juste dit ah oui et en fait après on est passé à un autre sujet, on a discuté de ce que lui il avait vécu, je l'ai rassuré et ensuite il est parti se coucher et on s'est dit qu'on se voyait du coup le lendemain. Sauf qu'en fait moi le lendemain j'avais une action et que je savais pas si j'allais rentrer à la maison le soir même parce qu'il y avait forcément des risques de garde à vue. Donc du coup ce que j'ai fait et ce qu'on fait souvent c'est qu'on donne les contacts des personnes proches aux activistes qui font pas l'action mais qui sont là en backup et on leur demande de prévenir nos proches quand on est en garde à vue au moins pour qu'ils s'inquiètent pas. Et moi avant je donnais le numéro de mon mec mais moi j'avais plus de mec. Mais je savais que j'avais et je vivais pas encore en coloc mais du coup je savais que je voyais ce type-là le soir et du coup je me suis dit au moins pour pas lui mettre un plan bêtement et qu'il se sente pas mal et qu'il s'inquiète pas je vais donner son numéro à l'activiste qui est en backup pour qu'elle lui envoie un message si je vais en garde à vue. Donc je fais l'action, je vais en garde à vue. Et là, je me dis mince, c'est-à-dire que je pense que, j'ai confiance, donc je sais qu'elle l'a prévenu. Mais du coup, ça veut dire que dans le même temps, il a appris que j'étais en garde à vue, mais aussi que j'étais toujours une activiste féminine. Donc il y a vraiment un truc où je me suis dit, c'est qui tout double. Soit il sera là en gros à la sortie pour m'attendre et on va en discuter, soit il va me virer de sa vie, quoi. Et en fait, on a eu la chance de sortir, ce qui arrive très rarement quand on est mise en garde à vue dans l'après-midi, mais j'ai eu la chance de sortir le soir même de garde à vue et du coup je lui ai envoyé un petit texto en lui disant bon voilà, je suis sortie. Et là il m'a dit mais je me suis inquiétée, j'ai vu que t'étais en garde à vue, on m'a prévenu, écoute on se rejoint chez toi, on en discute. Et ce soir-là il m'a dit écoute moi je savais pas que t'étais fémène, tu m'avais rien dit, donc on a un peu rigolé à ce sujet-là de ce qui s'était passé la veille, de ce qu'on s'était dit au téléphone. Et puis il m'a dit écoute, en fait, on n'est pas là ce soir pour parler éventuellement de nos différents politiques s'ils pouvaient en exister. On sait qu'on se voit ce soir-là parce que moi j'ai vécu 48 heures de garde à vue, toi tu viens de sortir de je sais pas combien d'heures de garde à vue. En fait, ce soir-là, on est là pour prendre soin l'un de l'autre et donc c'est ce qu'on va faire. Et le reste, on le laisse de côté. Et en fait, ça, je pense que j'ai vécu ma meilleure expérience de fin de garde à vue à ce moment-là avec un gars qui n'était même pas officiellement mon mec. Avec qui j'étais pas officiellement en couple, mais qui comprenait ce que j'avais vécu et avec qui j'ai pu échanger sereinement à ce sujet-là, parce que justement, en fait, on pouvait se comprendre, quoi. Et c'est le premier mec qui m'a dit que, alors même que peut-être il n'était pas forcément d'accord avec toutes les idées du mouvement, il m'a dit que et peut-être que oui, il avait aussi des doutes sur ce mouvement-là. C'est le seul qui m'a dit qu'il était fier de moi. Il m'a dit, mais en fait, je suis hyper fier, c'est trop puissant ce que t'as fait. Et donc, je trouve que, ça remet en perspective plein de choses à ce niveau-là, au niveau du célibat et du couple. Waouh, trop intéressant. Merci beaucoup, Tara. C'est génial que tu partages ça avec nous. On pourrait encore en parler longtemps, bien sûr, mais ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Est-ce que tu pourrais donner un ou plusieurs conseils à une personne célibataire qui nous écoute, qui veut s'engager, mais qui est timide ou qui a peur de rentrer dans les cercles militants, de contacter les organisations qui l'intéressent? Est-ce que tu aurais un conseil pour se lancer dans l'activisme? Moi, je pense que ce qui est important, c'est le premier mail ou le premier contact qu'on va avoir. Il faut se lancer, il faut pas hésiter. Et je pense que on a tous et toutes débuté à un moment. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Et que du coup, les personnes qui vont recevoir ce mail ou ce texto ou ce DM qui vont être en premier contact l'ont en tête. Et
effectivement, il faut pas partir si on est un peu timide, etc. Moi, c'était mon cas, hein. Je suis arrivée dans le mouvement, j'ai pas ouvert la bouche pendant 6 mois. Donc, et ça, c'est quelque chose qui a été vu même un peu comme quelque chose de suspect, je sais, de la part des autres activistes. Mais en fait, j'étais très timide, aussi très jeune. J'étais, je pense, l'une des plus jeunes, voire la plus jeune. Et du coup, il y avait quelque chose un peu j'étais très impressionnée aussi par des figures que j'avais vues à la télé, etc. Et qui m'impressionnaient aussi par leur puissance et leur force, et qui étaient des exemples et des modèles pour moi. Je pense que il faut se dire qu'effectivement tout le monde a commencé à un moment donné, que c'est notre cas, et que du coup il faut se lancer, envoyer le premier message, peut-être en parlant un peu aussi de ses inquiétudes pour que ça permette à l'autre personne de les désamorcer, et accepter aussi de se dire que en fait si on vient juste pour écouter au départ, c'est pas grave. C'est sûr que quand on s'y connaît pas trop, effectivement on n'est pas en capacité de donner son avis, et c'est pas grave. Et ça c'est valable un peu pour tout, pas juste pour l'activisme, mais je pense que c'est important de se le réapproprier. Effectivement, on va pas forcément être opérationnel tout de suite, et moi je trouve que chez Femen il y a une démarche qui est assez intéressante, c'est que toutes les activistes qui sont plus anciennes ont ça en tête, et aussi parce que on sait que nos actions sont très engageantes à la fois physiquement et mentalement, et que ça nécessite une préparation, et que du coup on met en place des choses qui permettent aux nouvelles activistes d'être préparés et de recevoir un peu l'expérience que nous on a. Et je pense que dans plein de milieux, même si c'est pas formalisé de cette façon-là, c'est plus ou moins ce qui va se passer de façon assez intuitive et implicite. Et donc, là où nous, par exemple, on va d'abord faire une première réunion où on va interroger les personnes sur leur motivation, sur le niveau aussi d'engagement qu'elles veulent avoir au sein du mouvement, parce que on peut être une activiste, mais aussi on peut décider simplement d'écrire les communiqués, de venir prendre les photos, de s'occuper de la logistique. Si on a envie de s'impliquer, mais qu'on n'est pas en capacité d'agir topless tout de suite, ou pas du tout, hein, ça peut être aussi le cas. Je pense qu'il faut s'interroger aussi sur ça, sur le degré d'engagement qu'on est en capacité de mettre à un endroit. Pas avoir peur de changer d'avis en cours de route, ça peut arriver aussi parce qu'on a des vies en dehors de notre activisme, qu'on peut avoir des enfants, qu'on peut décider de déménager, à un moment donné de reprendre des études, ou d'en avoir qui prennent du temps, d'avoir un taf qui est aussi prenant. Enfin voilà, il faut aussi se dire qu'on est des êtres humains, donc ne pas hésiter à parler ça de ses inquiétudes, et de demander au sein du collectif quels sont les différents degrés d'engagement qui sont possibles, et puis de pas hésiter juste pour aller voir, discuter avec les gens, écouter, et accepter qu'au départ effectivement on va potentiellement pas dire grand chose, et c'est pas grave, mais ça nous permet déjà de nous sentir qu'on appartient à quelque chose qui nous dépasse un peu, et c'est déjà une première forme d'engagement. Et ça, il faut bien le souligner. On n'est pas obligé de dire des choses, de faire des choses, de donner son avis pour être engagé. Déjà, faire partie du groupe, c'est un premier pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci pour ton expertise. Moi aussi, je suis engagée, et je suis surtout engagée dans des collectifs, des associations de journalistes féministes par exemple. Et moi, ça fait plusieurs années, et certaines années, j'étais très engagée et d'autres moins. J'ai fait partie de certains collectifs et d'autres, je suis partie au bout de quelques temps. Toi, ça fait 11 ans que t'es dans le même, donc on peut avoir des parcours très différents. Et ce que je dirais, c'est vraiment de pas avoir peur de se lancer, de contacter, parce qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, dans les collectifs auxquels j'appartiens, on est très content dès qu'on a des nouvelles personnes. Ça donne de la nouvelle énergie, parce que c'est très énergivore de faire partie d'un collectif et de militer. Et d'ailleurs, j'admire vraiment ton endurance sur toutes ces années, parce que c'est fatigant, en fait. Donc, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à rejoindre le collectif que vous souhaitez. Personne va vous refuser, et si on vous refuse, c'est pas le bon collectif, tout simplement. Et écoutez-vous, si à un moment donné vous rejoignez un collectif mais que ça représente trop d'engagement pour vous, demandez si vous pouvez vous engager moins. Et si c'est pas possible, vous pouvez aussi partir. Il y a pas de culpabilité à avoir. Vous faites en fonction de vos moyens. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je milite plutôt avec mon podcast ou avec mes livres, mes articles, mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied. Et c'est plutôt solitaire. Et il y a d'autres personnes comme toi qui aiment vraiment militer en collectif. Il y a d'autres personnes qui vont militer sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui disent que sur les réseaux sociaux, c'est pas
vraiment du militantisme. En fait, on n'est pas là pour juger ce que font les autres. Vous pouvez vous politiser de la façon qui vous convient. Et je pense que s'engager dans un collectif, ça permet aussi de mieux vivre sa colère, de mieux vivre sa rage, puisqu'on la partage avec des personnes qui ressentent la même chose. Et on se sent moins seul. Et quand on est isolé, par exemple, loin de Paris ou dans un autre pays, en fait, on peut rejoindre des collectifs virtuels, par exemple, et se sentir moins seul. Et c'est hyper important parce que, par exemple, dans notre famille, en tout cas dans ma famille, les gens ne partagent pas forcément mes idées, voire sont complètement à l'opposé. Et j'ai l'impression d'être en colère tout le temps et que les gens me renvoient cette colère en disant que je ne suis pas légitime à l'avoir et que j'en fais trop et que j'exagère. C'est toujours ça, j'exagère. Et en fait, dans les collectifs, je me rends compte qu'en fait, non, on est plein de personnes à ressentir la même chose et que c'est légitime et qu'on a le droit de se battre pour ce qui est important pour nous. Voilà. Bravo. C'était un super épisode. Pour finir, comment on se connaît? Eh bien, Tara et moi, on est amis. On se connaît depuis le lycée. On s'est rencontrés environ en 2010. Donc, ça fait presque 14 ans qu'on se connaît. Et qu'on est amis, même si aujourd'hui, on ne vit pas dans la même ville. Mais peut-être un jour. Peut-être. Est-ce que tu veux finir l'épisode en recommandant quelque chose ou en disant une dernière phrase? Bon, oui, j'ai encore... non, parce que, bon, il faut admettre que le célibat m'a aussi laissé beaucoup de temps pour lire, mais je pense que j'ai lu un livre qui m'a pas mal marqué aussi, je vais proposer 2 livres en fait, parce que déjà je vais parler de celui de Juliette Drouard, Sortir de l'hétérosexualité, qui est très intéressant et qui permet, je trouve, de remettre en perspective un peu toutes ces choses-là. Et d'expliquer aussi à quel point l'hétérosexualité fait partie intégrante du système patriarcal dans lequel on vit. Donc je pense que c'est important de l'avoir en tête pour comprendre, pour avoir un début de réflexion aussi sur le célibat et aussi les autres formes d'amour et de rapport à l'autre. Et pour tout ce qui concerne un peu peut-être la colère et le fait de se sentir en décalage avec les gens avec qui on partage sa vie. Moi, j'ai lu un livre et celui-ci, je pense, va plutôt concerner les personnes racisées qui vivent en France, mais ça s'appelle Rester barbare de Louisa Yousfi. Moi, c'est mon livre préféré de tous les temps. Je l'ai lu il y a 1 an et je relis jamais de livres, mais là, c'est vraiment le livre que je pense je vais relire tous les ans parce que c'est le premier livre de toute ma vie et je suis une grosse lectrice. C'est le premier livre qui, je le sens, a parlé de ma réalité, de ce que je pouvais vivre en tant que jeune femme racisée métisse en France, qui en fait a été élevée plus ou moins entre 2 cultures et en même temps qui vit dans un pays qui est de plus en plus raciste, on le voit en tout cas au niveau des lois qui sont votées en ce moment. Mais du coup, c'est très intéressant parce que ça parle d'hybridité, ça parle de comment se réapproprier le terme de barbarie qui est aujourd'hui une forme d'insulte dans la bouche de beaucoup de personnes, et de voir à quel point effectivement, c'est une richesse, mais aussi une 3e voie qu'on peut emprunter et que beaucoup de personnes empruntent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que c'est ce qu'elles sont, et que cette 3e voie, c'est peut-être la solution pour beaucoup. Et en tout cas, je me suis beaucoup reconnue dans ce livre-là. J'espère que ça a sauvé quelque chose en moi. Ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine par rapport aussi à la colère que je ressentais vis-à-vis de mon ex, qui partageait pas du tout les mêmes conditions d'existence de vie que moi. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Vraiment, lisez-le, Rester barbare de Louisa Yousfi. J'ai les larmes aux yeux en parlant parce que vraiment, elle, dans des mots très simples, très beaux, en plus dans une écriture qui est très très poétique, elle arrive à dire des choses essentielles et qui, je pense, peuvent changer la vie de beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est ce que j'ai à conseiller maintenant.
On va pleurer à chaque épisode. Merci Tara. J'ai lu ces 2 livres, donc je vous les recommande également. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Merci Tara. De rien. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous aussi vous êtes des activistes? Est-ce que vous êtes des activistes féministes comme Tara? Des activistes du célibat comme moi? Pensez-vous que le célibat fait de nous de meilleurs activistes? Vous pouvez nous écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux. Vous pouvez aussi écrire au podcast Sologamy qui est présent sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à m'envoyer votre avis. Aujourd'hui, je remercie Joanne qui m'a écrit au sujet de l'épisode 29 de Sologamy, la grève du sexe avec Ovidie, le 6 avril 2023. Je viens de découvrir votre compte et je me sens au bon endroit. Je sais par expérience que le couple hétéro n'est pas fait pour moi et qu'être avec un homme aspire toute mon énergie vitale. Pour autant, je voyais toujours ça comme un problème à résoudre et c'est l'angle que j'adoptais depuis 2 ans en thérapie. Le concept de sologamy me parle vraiment, ça m'enlève un poids et j'ai eu une révélation avec cet épisode du podcast. Je suis frappée par l'ampleur du déni collectif dans lequel on baigne sur le sujet du sexe hétéro. Je suis allée acheter le livre La chair est triste hélas de Ovidie et je me suis identifiée presque à toutes les pages. Je me sens moins seule et ça traduit parfaitement mon sentiment de ras-le-bol généralisé sur ce sujet. Merci, j'ai hâte de découvrir les autres épisodes dans les jours à venir. Merci à toi Joanne pour ton témoignage, ça me fait très plaisir. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et le soutenir financièrement sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir Tara. Au revoir Marie.